Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Après plusieurs années de sommeil, le grand magasin La Samaritaine rouvre ses portes avec 10 ans de retard. Sa conception a été bousculée par de nombreuses controverses et coups de théâtre. En 2010, la proposition de changement soumise par l'agence japonaise Sanaa est d'abord rejetée par la Cour d'appel de Paris parce que, de l'avis de celle-ci, elle ne correspond pas à l'obligation d'insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant. Après une longue bataille procédurale, le Conseil d'État a finalement validé ce projet de rénovation de la Samaritaine, bloqué depuis 6 mois par l'annulation de 2 permis de construire. Revenons à l'histoire de la Samaritaine, temple de la consommation situé au cœur de la capitale, dans 4 bâtiments différents. Au début, simple bazar, il est devenu 30 ans plus tard le plus grand magasin de Paris. Son énorme surface commerciale a son âge d'or et est un modèle révolutionnaire. Ses fondateurs, les époux Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, étaient des commerçants de génie et précurseurs. Le succès du magasin se maintient pendant un siècle. Tout Paris s'y presse. Le slogan phare devient même culte. On trouve tout à la Samaritaine. Mais la Samaritaine, c'est aussi une architecture révolutionnaire pour l'époque. L'Art nouveau y est présent partout, du sol au plafond. Des centaines de millions d'euros de travaux ont permis de retrouver la Samaritaine de l'époque. On a gratté et on a retrouvé par exemple sur les gravures qu'il y avait beaucoup de plaques émaillées, voire dorées à leur fin. Résultat, le grand magasin des années 70 rayonne à nouveau aujourd'hui. L'ancienne verrière a retrouvé une seconde jeunesse. Chaque feuille a son éclat. Mais à la nouvelle Samaritaine, on ne trouvera plus tous les produits. C'est le luxe qui est désormais omniprésent à chaque étage. Venez alors découvrir ces nouveaux espaces shopping, beauté et ces restaurants. Vous allez adorer y flâner, profiter des salons de thé et découvrir son majestueux escalier. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Après plusieurs années de sommeil, le grand magasin La Samaritaine rouvre ses portes avec 10 ans de retard. Sa conception a été bousculée par de nombreuses controverses et coups de théâtre. En 2010, la proposition de changement soumise par l'agence japonaise Sanaa est d'abord rejetée par la Cour d'appel de Paris parce que, de l'avis de celle-ci, elle ne correspond pas à l'obligation d'insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant. Après une longue bataille procédurale, le Conseil d'État a finalement validé ce projet de rénovation de la Samaritaine, bloqué depuis 6 mois par l'annulation de 2 permis de construire. Revenons à l'histoire de la Samaritaine, temple de la consommation situé au cœur de la capitale, dans 4 bâtiments différents. Au début, simple bazar, il est devenu 30 ans plus tard le plus grand magasin de Paris. Son énorme surface commerciale a son âge d'or et est un modèle révolutionnaire. Ses fondateurs, les époux Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, étaient des commerçants de génie et précurseurs.
Le succès du magasin se maintient pendant un siècle. Tout Paris s'y presse. Le slogan phare devient même culte. On trouve tout à la Samaritaine. Mais la Samaritaine, c'est aussi une architecture révolutionnaire pour l'époque. L'Art nouveau y est présent partout, du sol au plafond. Des centaines de millions d'euros de travaux ont permis de retrouver la Samaritaine de l'époque. On a gratté et on a retrouvé par exemple sur les gravures qu'il y avait beaucoup de plaques émaillées, voire dorées à leur fin. Résultat, le grand magasin des années 70 rayonne à nouveau aujourd'hui. L'ancienne verrière a retrouvé une seconde jeunesse. Chaque feuille a son éclat. Mais à la nouvelle Samaritaine, on ne trouvera plus tous les produits. C'est le luxe qui est désormais omniprésent à chaque étage. Venez alors découvrir ces nouveaux espaces shopping, beauté et ces restaurants. Vous allez adorer y flâner, profiter des salons de thé et découvrir son majestueux escalier. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Deux. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, notre invité, c'est Tanguy de Sagazan, peintre verrier dans les ateliers Barthes Bordereau, qui travaille à la restauration et à la création des vitraux. Tanguy, comment êtes-vous devenu peintre verrier ? Ce n'était pas prévu, pour ainsi dire. Mon parcours n'a pas laissé pronostiquer cette transformation pour me former à l'art de la peinture sur verre. L'offre de travail de Barthes Bordereau m'a pris par surprise. Je me suis laissé séduire, j'ai commencé à étudier cet art, je m'y suis formé et me voilà embarqué dans l'aventure. J'ai débuté comme graphiste en agence de communication, puis comme indépendant. Plus tard, comme la peinture est restée mon violon d'ingre, j'ai poursuivi mon travail de peintre, ramassant quelques prix à l'occasion d'expositions en Bretagne et en Suisse. Quelles sont les spécificités de la peinture sur verre ? Il faut d'abord comprendre le rôle singulier de la lumière. Le peintre verrier joue sur la transparence du verre et la lumière de l'environnement. Au début, il applique des couleurs transparentes d'un ton brun pouvant aller jusqu'au noir, qu'on appelle la grisaille, de manière à faire apparaître forme et nuances. Mais c'est une dizaine d'étapes qui sont nécessaires à la réalisation complète d'un vitrail. Pour restaurer ou créer un vitrail, travaillez-vous aussi la couleur ? Bien sûr, le peintre verrier travaille également en transparence pour colorer les éléments de détail. Qu'est-ce que tous ces travaux inspirent à votre âme d'artiste ? Ce que je découvre sur l'art et sur moi-même à travers la peinture sur verre est un émerveillement. Moi qui ai toujours été attiré par le défi de la création artistique, je m'inscris comme peintre verrier dans une autre démarche. Pour restaurer, je me mets au service de l'artiste qui a créé le vitrail plusieurs siècles auparavant. Je comprends à tâtons sa démarche et ses méthodes. C'est un travail humble pour le patrimoine commun. Il enrichit aussi ma technique et fait mûrir mon style propre que je pourrais mettre un jour au service de projets de création. Là aussi, l'humilité est de mise, car le peintre verrier est membre d'une équipe. Son travail ne prend forme qu'avec le concours de ceux qui découpent et qui assemblent.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, notre invité, c'est Tanguy de Sagazan, peintre verrier dans les ateliers Barthes Bordereau, qui travaille à la restauration et à la création des vitraux. Tanguy, comment êtes-vous devenu peintre verrier? Ce n'était pas prévu, pour ainsi dire. Mon parcours n'a pas laissé pronostiquer cette transformation pour me former à l'art de la peinture sur verre. L'offre de travail de Barthes Bordereau m'a pris par surprise. Je me suis laissé séduire, j'ai commencé à étudier cet art, je m'y suis formé et me voilà embarqué dans l'aventure. Mais j'ai débuté comme graphiste en agence de communication, puis comme indépendant. Plus tard, comme la peinture est restée mon violon d'ingre, j'ai poursuivi mon travail de peintre, ramassant quelques prix à l'occasion d'expositions en Bretagne et en Suisse. Quelles sont les spécificités de la peinture sur verre? Il faut d'abord comprendre le rôle singulier de la lumière. Le peintre verrier joue sur la transparence du verre et la lumière de l'environnement. Au début, il applique des couleurs transparentes d'un ton brun pouvant aller jusqu'au noir, qu'on appelle la grisaille, de manière à faire apparaître forme et nuances. Mais c'est une dizaine d'étapes qui sont nécessaires à la réalisation complète d'un vitrail. Pour restaurer ou créer un vitrail, travaillez-vous aussi la couleur? Bien sûr, le peintre verrier travaille également en transparence pour colorer les éléments de détail. Qu'est-ce que tous ces travaux inspirent, âme d'artiste? Ce que je découvre sur l'art et sur moi-même à travers la peinture sur verre est un émerveillement. Moi qui ai toujours été attiré par le défi de la création artistique, je m'inscris comme peintre verrier dans une autre démarche. Pour restaurer, je me mets au service de l'artiste qui a créé le vitrail plusieurs siècles auparavant. Je comprends à tâtons sa démarche et ses méthodes. C'est un travail humble pour le patrimoine commun. Il enrichit aussi ma technique et fait mûrir mon style propre que je pourrais mettre un jour au service de projets de création. Là aussi, l'humilité est de mise, car le peintre verrier est membre d'une équipe. Son travail ne prend forme qu'avec le concours de ceux qui découpent et qui assemblent. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je réponds à la question de Pierre du Canada. Dans son email, il m'a demandé pourquoi la Voie lactée s'appelle la Voie lactée. Il faut dire tout d'abord que la Voie lactée correspond à l'espace où se trouve notre système solaire. Elle est composée d'environ 200-400 milliards d'étoiles. Et pourquoi on l'appelle ainsi? Si on regarde le ciel, on voit que la Voie lactée y dessine une grande traînée blanche, comme du lait. La mythologie grecque attribuait son origine à des gouttes de lait tombées dans le ciel alors que l'enfant Héraclès se nourrissait au sein de la déesse Héra endormie. Voilà l'explication de ce nom. « 2. Cléopâtre, reine d'Égypte, entretenait son corps en prenant des bains de lait d'ânesse. Poppée, épouse de Néron, l'utilisait afin de garder éclat et souplesse de la peau. Comme elle, en associant vos produits pour le bain ou la douche et votre lait corporel, votre peau retrouvera son équilibre, elle sera plus douce, plus éclatante et plus résistante. Comme le lait d'ânesse contenant différents sels minéraux, votre peau sera bien lavée et plus saine. Le lait corporel au lait d'ânesse est utilisé après le bain ou la douche et convient particulièrement aux peaux sèches, sensibles et irritées. « 3. Pour certains, le lait serait l'aliment santé par excellence.
Avec son calcium, sa vitamine D et ses autres nutriments, il serait même indispensable, d'après ses fervents défenseurs. Pour les autres, le lait ne conviendrait pas aux gens. La publicité exagérerait ses vertus, selon ses accusateurs. Mon discours va porter au-delà de la controverse pour donner matière à réflexion. Je vais présenter les plus récentes études scientifiques sur le lait. Mais je ne vais pas oublier non plus son usage quotidien. Tout le monde sait que le lait est la base de délicieux desserts et qu'il permet aux poissons de garder un goût frais lorsqu'il est décongelé. « 4. Voilà très longtemps que je voulais vous faire partager cette recette de crème catalane. Allons-y alors. Dans une casserole, mettez d'abord le lait à chauffer avec la cannelle sans faire bouillir. Pendant ce temps, blanchissez les jaunes d'œufs avec du sucre, puis rajoutez la farine. Quand le lait à la cannelle est chaud, rajoutez-le au fur et à mesure dans le mélange œufs, sucre, farine. Reversez le tout dans la casserole et faites cuire 5 minutes supplémentaires pour que le mélange s'épaississe. Versez alors la préparation dans de petits récipients individuels et mettez au frais pendant au moins 2 heures afin qu'elle durcisse. « 5. Une consommation importante de produits laitiers peut être un facteur de déclenchement ou d'aggravation de l'acné. Selon les experts, cela concernerait les personnes qui boivent plus de 2 verres de lait par jour et consomment en plus d'autres laitages comme des fromages ou yaourts. Des changements dans les habitudes alimentaires associés à un traitement contre l'acné augmentent les chances de réduire les boutons. Si vous souffrez d'acné, ne supprimez pas les aliments laitiers de votre alimentation pour autant. Tout est question de modération et une consommation occasionnelle ne devrait pas vous causer de problème. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je réponds à la question de Pierre du Canada. Dans son email, il m'a demandé pourquoi la Voie lactée s'appelle la Voie lactée. Il faut dire tout d'abord que la Voie lactée correspond à l'espace où se trouve notre système solaire. Elle est composée d'environ 200-400 milliards d'étoiles. Et pourquoi on l'appelle ainsi? Si on regarde le ciel, on voit que la Voie lactée y dessine une grande traînée blanche, comme du lait. La mythologie grecque attribuait son origine à des gouttes de lait tombées dans le ciel alors que l'enfant Héraclès se nourrissait au sein de la déesse Héra endormie. Voilà l'explication de ce nom. « 2. Cléopâtre, reine d'Égypte, entretenait son corps en prenant des bains de lait d'ânesse. Poppée, épouse de Néron, l'utilisait afin de garder éclat et souplesse de la peau. Comme elle, en associant vos produits pour le bain ou la douche et votre lait corporel, votre peau retrouvera son équilibre, elle sera plus douce, plus éclatante et plus résistante. Comme le lait d'ânesse contenant différents sels minéraux, votre peau sera bien lavée et plus saine. Le lait corporel au lait d'ânesse est utilisé après le bain ou la douche et convient particulièrement aux peaux sèches, sensibles et irritées. « 3. Pour certains, le lait serait l'aliment santé par excellence. Avec son calcium, sa vitamine D et ses autres nutriments, il serait même indispensable, d'après ses fervents défenseurs. Pour les autres, le lait ne conviendrait pas aux gens. La publicité exagérerait ses vertus, selon ses accusateurs. Mon discours va porter au-delà de la controverse pour donner matière à réflexion. Je vais présenter les plus récentes études scientifiques sur le lait. Mais je ne vais pas oublier non plus l'usage quotidien. Tout le monde sait que le lait est la base de délicieux desserts et qu'il permet aux poissons de garder un goût frais lorsqu'il est décongelé. 4. Voilà très longtemps que je voulais vous faire partager cette recette de crème catalane. Allons-y alors.
Dans une casserole, mettez d'abord le lait à chauffer avec la cannelle sans faire bouillir. Pendant ce temps, blanchissez les jaunes d'œufs avec du sucre, puis rajoutez la farine. Quand le lait à la cannelle est chaud, rajoutez-le au fur et à mesure dans le mélange œufs, sucre, farine. Reversez le tout dans la casserole et faites cuire 5 minutes supplémentaires pour que le mélange s'épaississe. Versez alors la préparation dans de petits récipients individuels et mettez au frais pendant au moins 2 heures afin qu'elle durcisse. « 5. Une consommation importante de produits laitiers peut être un facteur de déclenchement ou d'aggravation de l'acné. Selon les experts, cela concernerait les personnes qui boivent plus de 2 verres de lait par jour et consomment en plus d'autres laitages comme des fromages ou yaourts. Des changements dans les habitudes alimentaires associés à un traitement contre l'acné augmentent les chances de réduire les boutons. Si vous souffrez d'acné, ne supprimez pas les aliments laitiers de votre alimentation pour autant. Tout est question de modération et une consommation occasionnelle ne devrait pas vous causer de problème. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Savez-vous pourquoi Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince ? Les aventures de ce héros merveilleux ont conquis des centaines de millions de lecteurs. Et l'histoire de sa création ne manque pas de magie. En été 1942, l'éditeur américain Eugène Reynal rencontre à New York son auteur Antoine de Saint-Exupéry. L'écrivain est déjà célèbre en Amérique, où il s'est exilé à la fin de 1940. Son roman Pilote de guerre, dans lequel il raconte ses missions pour l'armée de l'air française, vient d'y connaître un accueil triomphal. Cependant, l'aviation et les sensations fortes lui manquent, et la France, occupée par les nazis également. Pour distraire son ami, Reynal lui dit « Écrivez donc un conte, je le publierai pour Noël. » Saint-Exupéry relève la tête, intrigué. Reynal a fait mouche. Un conte, un livre pour les enfants. Peu après, l'écrivain voit, sur un trottoir de New York, un enfant qui pousse des cailloux par terre. Il lui demande ce qu'il fait. L'enfant explique « Tu vois bien, je joue avec mes bateaux. » Saint-Exupéry est ébloui. C'est ce qu'il rêve d'écrire. Un livre où l'on verrait des choses qui échappent au regard, des choses que les enfants peuvent se figurer. Saint-Exupéry est lancé. Il invente en quelques mois tous les personnages merveilleux qui peuplent le Petit Prince. Le renard, le serpent, la fleur, les baobabs. Il écrit et dessine sans arrêt, car il s'est décidé à illustrer lui-même son conte. Là encore, cela tient à peu de choses. C'est son amie, Sylvia Hamilton Reinhardt, qui lui a probablement suggéré de se passer de l'aide d'un illustrateur. Le Petit Prince est décidément né sous une bonne étoile. La première version du livre paraît aux États-Unis en avril 1943. Malheureusement, Saint-Exupéry ne saura rien de son bon accueil. Quelques mois plus tard, il part rejoindre les forces françaises libres en Algérie et en été 1944, son avion s'abîme au large de Marseille. Sa mort tragique nous a sans doute privés d'un nouveau chef-d'œuvre, car il avait promis à son épouse Consuelo d'écrire, après-guerre, la suite du Petit Prince. L'ouvrage ne sort en France qu'en avril 1946. Contrairement à la croyance populaire, les mythiques dessins du Petit Prince de cette édition française ne sont pas de la main de Saint-Exupéry, car l'éditeur ne dispose pas d'aquarelle originale. Traduit en quelques 300 langues, le livre fait aujourd'hui partie des grands classiques de la littérature.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Savez-vous pourquoi Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince? Les aventures de ce héros merveilleux ont conquis des centaines de millions de lecteurs. Et l'histoire de sa création ne manque pas de magie. En été 1942, l'éditeur américain Eugène Reynal rencontre à New York son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. L'écrivain est déjà célèbre en Amérique, où il s'est exilé à la fin de 1940. Son roman « Pilote de guerre », dans lequel il raconte ses missions pour l'armée de l'air française, vient d'y connaître un accueil triomphal. Cependant, l'aviation et les sensations fortes lui manquent, et la France, occupée par les nazis également. Pour distraire son ami, Reynal lui dit « Écrivez donc un conte, je le publierai pour Noël ». Saint-Exupéry relève la tête, intrigué. Reynal a fait mouche. Un conte, un livre pour les enfants. Peu après, l'écrivain voit, sur un trottoir de New York, un enfant qui pousse des cailloux par terre. Il lui demande ce qu'il fait. L'enfant explique « Tu vois bien, je joue avec mes bateaux ». Saint-Exupéry est ébloui. C'est ce qu'il rêve d'écrire. Un livre où l'on verrait des choses qui échappent au regard, des choses que seuls les enfants peuvent se figurer. Saint-Exupéry est lancé. Il invente en quelques mois tous les personnages merveilleux qui peuplent le Petit Prince. Le renard, le serpent, la fleur, les baobabs. Il les dessine sans arrêt, car il s'est décidé à illustrer lui-même son conte. Là encore, cela tient à peu de choses. C'est son amie, Sylvia Hamilton Reinhardt, qui lui a probablement suggéré de se passer de l'aide d'un illustrateur. Le Petit Prince est décidément né sous une bonne étoile. La première version du livre paraît aux États-Unis en avril 1943. Malheureusement, Saint-Exupéry ne saura rien de son bon accueil. Quelques mois plus tard, il part rejoindre les forces françaises libres en Algérie et en été 1944, son avion s'abîme au large de Marseille. Sa mort tragique nous a sans doute privés d'un nouveau chef-d'œuvre, car il avait promis à son épouse Consuelo d'écrire, après-guerre, la suite du Petit Prince. L'ouvrage ne sort en France qu'en avril 1946. Contrairement à la croyance populaire, les mythiques dessins du Petit Prince de cette édition française ne sont pas de la main de Saint-Exupéry, car l'éditeur ne dispose pas d'aquarelle originale. Traduit en quelques 300 langues, le livre fait aujourd'hui partie des grands classiques de la littérature. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.